Avant de commencer, petit flash info totalement imprévu puisque la nouvelle date de sortie du film Kaamelott premier volet a été annoncée pendant que je bossais sur le montage de cette vidéo. Je l'ai déjà relayé sur tous mes réseaux sociaux, mais comme j'imagine que certains n'ont pas encore vu passer l'info, eh bien sachez que ce sera le 21 juillet 2021. Voilà, maintenant je vous laisse gueuler à la santé des viticulteurs de Bretagne et on peut commencer. Je lève le verre à notre souverain. Notre souverain. Ça va, Elias? Arturos. Arturos, ça va? T'allais où? Par là. Par là, moi j'allais de l'autre côté. Je t'accompagne un peu. Salut, c'est Sai et ouais, je sais, il y a eu un peu de changement. Père Blaise? Non mais vous foutez de ma gueule. Ah, je sais pas quoi vous dire, moi. Alors je pourrais vous dire que j'ai perdu un pari, mais non, c'était voulu, c'est un test, et je verrai dans les semaines à venir si je laisse repousser ou pas. Bref, ça fait presque 2 mois qu'il n'y a pas eu d'analyse de personnages sur cette chaîne. Tout simplement parce qu'entre-temps, j'ai sorti une nouvelle trilogie de vidéos consacrée à ma rencontre avec Joëlle Sevilla, l'actrice qui interprète Dame Célie dans Kaamelott, qui est aussi la mère d'Alexandre Astier, mais aussi la productrice du court-métrage Dies Irae, et bien d'autres choses que je vous invite à découvrir à travers presque 2 heures d'interview. Je vais vous la faire à la cantonade, dans le genre tragédie grecque. Tâchez de vous partager ça au mieux. Vous trouverez les liens des 3 vidéos dans la description. Ceci étant dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour une nouvelle analyse de personnages. Alors, raconte-moi. Quoi donc? Ben, je sais pas, la Bretagne, tout ça? Lucius Silius Sallustius apparaît pour la première fois au début du livre 6, aux prises avec 4 autres sénateurs qui lui demandent avec insistance de s'occuper de la Bretagne. S'ils sont tous censés œuvrer pour la gloire de Rome, leurs motivations divergent pourtant radicalement. D'un côté, les 4 sénateurs souhaitent redorer leur image aux yeux du peuple. Rome ayant perdu de nombreux territoires, ils ont besoin d'une nouvelle conquête. Et s'ils choisissent la Bretagne, c'est uniquement parce qu'ils en possèdent déjà la moitié et qu'ils pensent donc que ce sera facile. À Ravenne, ils se foutent de nous. À Byzance, ils se foutent de nous. J'admets volontiers qu'on on se un peu de vous partout dans l'Empire et qu'on vous tient pour une solide équipe de connards. En revanche... De l'autre côté, Sallustius a besoin du soutien des autres sénateurs pour conserver un pouvoir exécutif romain, notamment si César venait à décéder. Car si officiellement Sallustius est un sénateur romain qui en tant que conseiller de César prend ses ordres directement de ce dernier, eh bien officieusement il semble que c'est en fait lui qui tire les ficelles à Rome. C'est donc pour servir les intérêts personnels des uns et des autres que la Bretagne se retrouve au centre de l'intrigue. Et c'est ainsi que Sallustius va avoir un impact considérable sur la suite des événements. Alors, qu'est-ce que t'as appris de beau? Alors, comme d'habitude, j'ai cherché des liens entre le personnage de Kaamelott et la légende arthurienne. Mais pour une fois, je dois bien avouer que je n'ai rien trouvé de ce côté-là. Cependant, j'ai tout de même trouvé 2 sources d'inspiration possibles et peut-être même complémentaires. L'une étant historique et l'autre cinématographique. Ah oui! Ah quand même! Ah, vous avez refait tout le... Comme ça, je suis équipé. Du côté historique, on retrouve Salluste, un homme politique et historien romain qui a vécu durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était un ami de Jules César et qui est réputé pour avoir été l'un des premiers à proposer un récit historique à peu près fiable. Il était capable d'expliquer les causes des événements politiques ainsi que les motivations des acteurs de l'histoire. Et n'hésitez pas à reconnaître les forces de ses adversaires ainsi que les faiblesses de ses alliés. Et du côté cinématographique, on retrouve Don Salluste, un personnage interprété par Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, sorti en 1971. Un homme cupide et hypocrite qui n'hésite pas à manipuler son entourage pour arriver à ses fins. Il suffit que le roi ait un accident de chasse. Paf, paf, le gros cousin Léopold. Paf, paf, le petit duc d'Anjou. Tout le monde plein d'accidents de chasse. Je pense que ces 2 sources d'inspiration sont complémentaires, tant par les qualités du Salluste historique que par les défauts du Don Salluste cinématographique. Évidemment, ce ne sont que des suppositions, mais pour ma part, ça colle plutôt pas mal avec mon analyse du personnage. Ah bah ouais, c'est simple, ça. Bien sûr, c'est simple. Regarde, vois. Notre glorieuse cité cosmopolite, regarde. Car si Sallustius n'hésite pas à manipuler les autres pour arriver à ses fins, il prend aussi le temps de connaître les forces et les faiblesses de ses alliés ainsi que de ses adversaires. Côté romain, il connaît parfaitement les motivations de chaque sénateur, ce qui lui permet de leur faire signer n'importe quoi. Il connaît aussi la détresse d'Aconia qu'il n'hésite pas à utiliser contre elle pour profiter de ses services. Et quand quelqu'un remet en doute son autorité, il prétexte que c'est un ordre qui vient tout droit de César. Je ne suis que le jouet de sa fantaisie, moi. En ville, on dit que c'est vous qui tirez les ficelles. Si c'est moi qui tirais les ficelles,
Il y a longtemps que j'aurais réglé ton problème, Aconia. Alors qu'il est en fait totalement libre de ses décisions, puisque César n'est qu'un pantin qui ne semble plus vraiment interférer dans les affaires politiques. Sallustios ne fait que l'informer sans vraiment lui demander son avis. Et du côté breton, il prend le temps de se renseigner sur leurs traditions pour ensuite les utiliser à son avantage. Sallustios est un stratège hors pair et tous les autres sont de simples pions qu'il déplace à sa guise. Tu comptes enfiler de la Bretagne un grouillot de l'urbaine? Ainsi, Sallustios a un impact considérable sur l'avenir de Rome, ce qui le place comme l'un des hommes les plus puissants de l'Empire romain. Pourtant, il ne semble pas se soucier des étiquettes et sait reconnaître la valeur de certains. On peut citer directement Capito, qu'il considère comme son bras droit et dont la vie a une véritable importance, comme lorsqu'il le dissuade de faire assassiner les autres sénateurs en lui proposant l'alternative de l'assassinat du chef Ostrogo. Je préférais que ce soit lui qui bute un ennemi de la nation, plutôt que moi qui bute 4 sénateurs. Et ce, malgré le fait que Capito a un rang social bien moins important que celui des sénateurs. Son rapport avec sa boniche est tout aussi intéressant, puisque j'imagine qu'il pourrait la virer ou la mettre à mort sans problème, mais qu'il prend le temps de négocier avec elle et qu'il accepte même ses sautes d'humeur comme s'ils avaient une relation d'égal à égal. C'est à cause de la bouffe tout à l'heure, elle va pas m'adresser la parole jusqu'à demain. Ah non, mais c'est une fille... Non, elle a des qualités, elle est charmante, hein, mais parfois elle... Si cette scène est à mourir de rire, elle permet aussi d'humaniser le personnage de Sallustios. En d'autres termes, il sait s'entourer de personnes qu'il considère compétentes, car il accorde son respect en fonction des qualités et non en fonction du rang social, ce qui n'est pas vraiment en adéquation avec les valeurs de l'époque. Selon votre grade, je sais plus si j'ai le droit de vous laisser seul dans la pièce ou pas. Oui. En fait, selon mon grade, vous n'avez pas le droit de m'adresser la parole. Mais bon... Mais l'impact de Sallustios ne s'arrête pas à l'avenir de Rome. Il va aussi être à l'origine d'absolument tout ce qui va suivre dans la vie d'Arthur. C'est lui qui lui rappelle ses racines bretonnes, c'est lui qui le remet en contact avec Merlin, c'est lui qui lui présente Aconia, c'est lui qui le protège des foudres de Glossia, c'est lui qui sauve son ami Manilius, c'est lui qui le fait monter en grade et c'est aussi lui qui lui permet de se rendre en Bretagne. Alors oui, dit comme ça, on pourrait penser que l'impact de Sallustios sur la vie d'Arthur est uniquement positif. Mais on verra un peu plus tard que ce n'est pas forcément le cas. Car pour l'heure, Arthur doit tout à Sallustios, et ce dernier en a parfaitement conscience. Vous allez me signer cette tablette, et vous allez me la signer maintenant. Parce que le petit mérite son grade largement tant que vous méritez votre place. C'est pour cette raison que Sallustios ne pouvait pas imaginer une seconde que le grouillot de l'urbaine qu'il avait pris sous son aile pourrait un jour se retourner contre lui. À trop considérer les autres comme des pions, il n'a pas envisagé le fait qu'il pouvait lui-même en devenir un. Car entre-temps, Arthur avait fait une autre rencontre qui allait changer la donne définitivement. Une rencontre qui dépassait de très loin les plans de Sallustios. Imperator? Imperator. Ah, ça fait du bien, crénon. Ah, ça me change de tous ces glands. Quand Arthur rencontre César, ce sont en fait deux pions qui se rencontrent et qui réalisent ensemble qu'ils ne veulent plus être des pions. Quand César enseigne à Arthur l'importance de se battre pour la dignité des faibles, c'est Sallustios et tout ce qu'il représente qui devient l'ennemi, puisque c'est lui le fort dans cette histoire. Celui qui tire les ficelles et qui a entre ses mains l'avenir de Rome et donc l'avenir de tous les faibles. L'erreur de Sallustios a été de voir les choses uniquement du point de vue de Rome en tant que nation, considérant la Bretagne comme un territoire de plus à conquérir. Tous les autres n'étaient alors que des pions au service de quelque chose de grand. Là où César a appris à Arthur à voir la Bretagne comme un peuple, comme autant de faibles qui pouvaient devenir une force. Ce quelque chose de grand devait donc être au service de tous. Arthur devait tout à Sallustios, ce qui, d'après Sallustios, aurait dû suffire à le contrôler. Le problème, c'est qu'Arthur ne voulait simplement plus être contrôlé, après avoir compris que la main qui donne à certains est aussi celle qui prend à d'autres. Te laisse pas faire, Arturos. C'est-à-dire? J'en sais rien, je sais pas. Fais dans ce que tu veux, démerde-toi, te laisse pas faire. C'est tout.
À son arrivée en Bretagne, Sallustius était loin de se douter de ce qui l'attendait. Mais je suis tout de même persuadé qu'il a compris que quelque chose n'allait pas dès qu'il a vu Excalibur. La simple légende bretonne devenait alors réalité. Et pour la première fois, il n'avait plus aucun contrôle sur la suite des événements. Un sentiment renforcé par le fait que c'est la première fois qu'on voit Sallustius suivre les directives d'un autre, puisqu'il accepte le plan d'Arthur sans broncher, alors qu'en général, c'était toujours les autres qui suivaient son propre plan. Très malin, t'es très malin, Arturos. T'es vraiment très malin, hein? Oh. Vous venez dans 3 heures? Et une fois sur la plage, il reconnaît l'intelligence d'Arthur, à l'image du Salluste historique qui était capable de reconnaître les forces de ses adversaires. Car Arthur a suivi son exemple en manipulant Rome pour arriver à ses fins. Il fait même mieux en offrant à Sallustius l'illusion d'une victoire pour son retour à Rome. Et c'est donc après une dernière tentative infructueuse que Sallustius se retire en admettant sa défaite. Attendez. Je l'ai pas vu venir celle-là, c'est vrai, hein? Pourtant, si Arthur sort vainqueur de cette joute intellectuelle, il n'en sort pas indemne pour autant, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact de Sallustius sur la vie d'Arthur n'est pas entièrement positif. Car c'est bien Sallustius qui, depuis le départ, avait le pouvoir de faire revenir le mari d'Aconia à Rome. Et s'il est à l'origine du pouvoir d'Arthur, il est aussi d'une certaine manière à l'origine de sa dépression. C'est lui qui lui a présenté l'amour de sa vie pour finalement l'éloigner par la suite. Car comme je l'ai déjà dit, la main qui donne est aussi celle qui prend. Mais je te force pas la main, hein. Si t'es pas d'accord... Non, mais si, je suis d'accord. Alors on peut saluer la performance de Patrick Chenet, qui a su interpréter un personnage aussi charismatique que drôle. J'ai bien conscience qu'il y a très peu de chances qu'on le revoie dans les films, même si je serais ravi de découvrir ce que son personnage est devenu entre-temps. C'est pas vrai, ça! Qu'est-ce que... Il faut que j'aille encore, moi aussi, chercher une autre tablette! Quoi qu'il en soit, Arthur doit énormément à l'intervention de Sallustius dans sa vie, pour le meilleur comme pour le pire. Car si d'un côté César lui a donné un but, se battre pour la dignité des faibles, c'est bien Sallustius qui lui a donné, malgré lui, les moyens d'y parvenir. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Lucius Silius Sallustius dans Kaamelott. Il est costaud là pour les sorties dramatiques, hein. Ah ouais, là, parce qu'à chaque fois, ça a une gueule. Hein. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais qu'est-ce que vous venez me gonfler avec votre père Blaise? Ah si, je suis désolé, il y a du père Blaise. Surtout dans le sourire. Comme d'habitude, je vous invite à faire tout ce qu'on peut faire sur YouTube, c'est-à-dire vous exprimer dans les commentaires, laisser un pouce en l'air et surtout partager cette vidéo. Ça m'aide énormément. Et si ça vous tente de soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez toujours faire un don sur ma page Tipeee. Ah, et si le t-shirt vous plaît, il y a aussi un lien et un code promo dans la description. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Non, ça va. Oh, on a tout spécial, tous. Allez, profite, hein? Merde.